Je m'appelle Johanna Miles. J'ai 26 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur ma famille, c'est bien celle-ci, l'image passe en premier, la vérité en dernier. Et c'est toujours moi qui paie le prix de cet ordre des choses. Je n'ai pas été surprise quand les gens ont ri de moi. J'ai grandi avec ça. Les sourcils haussés, les soupirs, les regards qui disaient « fais un effort pour être comme tout le monde ». Mais rien ne m'avait préparé à ce moment. Un homme qui me connaissait à peine, le nouveau petit ami de ma sœur, s'est penché en arrière sur sa chaise pendant un dîner de famille et m'a demandé si j'étais toujours sans emploi, comme si c'était la chute d'une blague qu'il attendait de raconter. Tout le monde a ri. Mon père a même hoché la tête comme s'il était d'accord. Et pendant un instant, j'ai failli laisser passer. J'ai failli l'avaler comme je l'avais toujours fait. Mais le problème avec l'humiliation, c'est que parfois, elle vous frappe exactement au moment où vous en avez assez de prétendre que vous ne la ressentez pas. Et parfois, la personne qui pense tout savoir dit accidentellement une phrase qui en révèle plus sur elle-même qu'elle ne l'aurait jamais voulu. Parce que pendant qu'il continuait de parler, agissant comme s'il comprenait le monde mieux que moi, il a mentionné quelque chose qui ne collait pas. Quelque chose qui m'a coupé le souffle pendant une demi-seconde. Quelque chose qu'il n'aurait jamais dû dire devant moi. Je ne l'ai pas interpellé ce soir-là. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je l'ai juste regardé parler. J'ai laissé tout le monde savourer son rire. J'ai attendu tranquillement le moment où ses propres paroles reviendraient le hanter. Et quand ce fut finalement le cas, leurs visages sont devenus blêmes. Avant que je vous raconte ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le dîner a eu lieu un dimanche soir tranquille. Je suis retourné en voiture chez mes parents avec cette boule familière dans la gorge, celle qui apparaissait toujours dès que j'entrais dans leur quartier. Leur rue était exactement la même que lorsque je suis parti pour l'université. Des pelouses taillées, des boîtes aux lettres assorties, des maisons prétendant que rien de désagréable ne s'était jamais produit derrière leurs portes. L'illusion était intacte, polie, rigide. Je me suis garé, j'ai pris une grande inspiration et je suis entré. Ma mère se tenait près de l'îlot de cuisine, disposant les assiettes comme si elle préparait une salle d'exposition plutôt qu'un repas de famille. Elle m'a accueilli avec un sourire qui ressemblait plus à une case cochée sur une liste. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a demandé pourquoi j'arrivais si juste, comme si arriver quelques minutes avant le dîner signalait un défaut personnel plus profond. Je m'étais habitué aux commentaires qui oscillaient entre le poli et le critique, mais ils atterrissaient toujours au même endroit, ma présence était tolérée, jamais souhaitée. Mon père était assis à table, lisant une pile de courriers, levant à peine les yeux. Il m'a salué d'un signe de tête, l'effort minimal pour ne pas être impoli. Il n'y avait aucune chaleur, aucun indice qu'il était heureux de ma présence. J'ai pris ma place en silence, comme toujours. Quelques minutes plus tard, ma sœur est entrée avec un sourire impeccable, suivie de près par son petit ami, Evan Carter, l'homme qui avait transformé leur monde en une scène pour son charme. C'était la première fois que je le voyais dans un cadre familial complet. Il se déplaçait avec une confiance qui confinait à la performance, comme s'il auditionnait pour un rôle qu'il savait déjà avoir obtenu. Mes parents se sont illuminés dès son entrée, leur posture se redressant, leurs expressions s'éclaircissant. Je n'avais besoin de personne pour me l'expliquer. Il était exactement le genre de personne qu'il voulait revendiquer comme faisant partie de la famille. Nous nous sommes assis et la conversation a coulé autour de moi plus qu'avec moi. J'ai écouté ma mère interroger Evan sur sa semaine, riant trop fort à ses histoires fades. Mon père l'encourageait à en dire plus sur son travail, hochant la tête comme s'il comprenait chaque détail. Ma sœur rayonnait, ravie que les projecteurs se posent naturellement sur Evan sans aucun effort. Ils participaient tous à une pièce dont je ne connaissais pas le scénario, et je n'avais aucune envie d'auditionner. J'ai gardé la tête baissée et me suis concentré sur mon repas, mais l'atmosphère était impossible à ignorer. Ma mère me jetait parfois un coup d'œil, comme pour vérifier si je comptais apporter une contribution impressionnante. Mon père semblait soulagé chaque fois que je restais silencieuse. La dynamique n'était pas nouvelle, mais elle semblait plus vive ce soir-là, comme si tout le monde s'était mis d'accord à l'avance pour que je ne perturbe pas ce tableau parfait. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'attention de la table se tourne de toute façon vers moi. C'était toujours le cas. Ce n'était pas de la curiosité, c'était une tradition.
Ma famille avait une façon de m'inspecter sous couvert de conversation, cherchant des nouvelles qui confirmaient leurs hypothèses. Ils mesuraient le progrès en termes les plus simples, titres de poste, promotion, salaire, étapes importantes qu'ils pouvaient mentionner lors des rassemblements sociaux. Tout ce qui ne correspondait pas à ce moule était considéré comme un pas en arrière. Alors, quand le moment est venu, il est arrivé discrètement mais de manière prévisible. Evan s'est tourné vers moi avec un regard que j'avais vu sur d'innombrables personnes qui pensaient m'avoir cerné après 2 minutes d'observation. Il a demandé nonchalamment des nouvelles de mon travail. Son ton était léger, presque amical, mais en dessous se cachait autre chose, un calcul, l'attente que je fournisse une réponse qui renforcerait l'histoire qu'il avait déjà élaborée dans son esprit. J'ai répondu simplement, sans rien ajouter, et j'ai observé son expression changer subtilement. Ma mère s'est agitée sur sa chaise et la mâchoire de mon père s'est crispée. Ils n'ont rien dit, mais le silence suffisait à souligner leur malaise. Ma sœur a évité mon regard, s'occupant avec sa fourchette. L'air est devenu plus lourd, non pas à cause de ce que j'ai dit, mais à cause de ce qu'ils imaginaient que cela signifiait. Evan a profité de ce changement d'ambiance. Il s'est légèrement penché en arrière, m'étudiant avec une aisance qui semblait travailler. Il a commencé à parler de ses derniers projets, de son travail, de ses relations, tissant le tout de manière à se positionner comme quelqu'un d'impressionnant, d'accompli, d'enviable. Ma famille écoutait avec empressement, absorbant chaque détail comme si chaque mot confirmait qu'il était tout ce qu'il voulait. J'étais assise, immobile, à regarder, écouter, attendre. Rien de dramatique ne s'est produit à ce moment-là. Pas de voix élevée, pas de dispute, pas de confrontation. Mais la façon dont il parlait, les termes spécifiques qu'il utilisait, les organisations qu'il mentionnait en passant, quelque chose a attiré mon attention. Pas assez pour réagir sur le champ, mais assez pour laisser une trace. Et au moment où le dessert a été servi, je savais déjà que je ne l'oublierais pas. L'ambiance a changé alors que la soirée devenait plus calme. Cela s'est produit d'une manière qui semblait presque répétée, comme si la nuit avait enfin atteint la scène que tout le monde attendait. La conversation a dérivé, les assiettes se sont vidées, et les rires autour de la table se sont adoucis en un murmure chaleureux. C'est alors qu'Evan s'est légèrement penché en avant, balayant la pièce du regard avec l'aisance satisfaite de quelqu'un prêt à reprendre le devant de la scène. J'ai reconnu le rythme. Il avait préparé cela toute la soirée. Il a fait un commentaire sur l'ambition, assez vague pour paraître inoffensif, mais assez pointu pour atterrir exactement là où il le voulait. C'était enveloppé d'un ton léger, mais le sens sous-jacent était acéré. Ma mère a ri la première, un rire rapide et poli, le genre de rire qu'elle utilisait quand elle voulait encourager une certaine direction. Mon père a gloussé en signe d'accord. Ma sœur a esquissé un sourire contenu qui n'a pas atteint ses yeux. La remarque suivante est venue plus doucement, plus directement. Evan a mentionné les gens qui flottent entre les projets, les gens qui prennent leur temps pour trouver un but, les gens qui n'ont pas vraiment de travail mais qui parlent comme si c'était le cas. La table a de nouveau ri, plus fort cette fois. J'ai senti chaque son me frapper avec une piqûre familière. La moquerie déguisée en complicité. L'amusement construit sur la supposition que je ne riposterais pas. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Le silence avait toujours été mon bouclier, la chose qui m'empêchait d'alimenter leurs attentes. Puis Evan s'est tourné complètement vers moi. Il n'a pas eu besoin de dire mon nom. L'implication était claire avant même que les mots ne se forment. Il a demandé si j'avais encore du temps libre pendant la journée, une phrase douce qui portait le poids d'une étiquette que j'avais entendue plus d'une fois, sans emploi. C'était assez désinvolte pour qu'il puisse nier toute intention, mais assez évident pour que mes parents échangent des regards entendus. Ma mère a soupiré, une petite expiration contrôlée qui suggérait qu'elle attendait ce moment. Mon père a posé sa main sur son verre, le faisant tourner lentement comme s'il se préparait à livrer un léger sermon. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, non pas par embarras, mais à cause du schéma prévisible qui se déroulait devant moi. Ça se passait toujours comme ça. Quelqu'un insinuait quelque chose. Tout le monde riait, et la responsabilité de gâcher l'ambiance me revenait si je réagissais. C'était un vieux scénario, que nous avions joué trop de fois pour que ce soit accidentel. Evan a continué de parler, développant l'idée de stabilité, de succès, d'éthique de travail. Il parlait comme un conférencier s'adressant à une salle d'étudiants avides. Ma famille écoutait avec une admiration sincère, chaque hochement de tête renforçant la version de lui qu'il voulait croire.
Ma sœur le regardait comme s'il était l'incarnation de tout ce qu'elle avait espéré présenter à la famille. Je le regardais avec une conscience différente, la conscience que quelque chose dans son récit policé ne concordait pas. Alors qu'il passait à la description plus détaillée de son travail, j'ai saisi la première irrégularité. C'était petit, presque imperceptible, le genre de détail que la plupart des gens ignoreraient. Il a mentionné un type spécifique d'analyse, un qui ne correspondait pas tout à fait au département dans lequel il prétendait travailler. Cela m'a paru étrange, mais pas assez pour déclencher une réaction. Je l'ai classé tranquillement dans un coin de ma tête. Ma mère a réagi à une autre de ses déclarations avec un sourire fier, commentant que certaines personnes à table pourraient apprendre de cette mentalité. Mon père a murmuré son accord. L'implication n'était pas subtile. C'était le même message livré de 1000 manières différentes tout au long de ma vie: contribue davantage, réussis davantage, sois plus présentable. Je suis restée silencieuse, non par faiblesse, mais parce que le silence me permettait d'étudier chaque détail sans attirer l'attention. La confiance d'Evan grandissait à chaque minute. Il parlait de stratégie, de responsabilité, de réunion avec des cadres. Il superposait ses histoires de jargon et de références vagues, assez pour impressionner quiconque ne comprenait pas les termes. Mais quelque chose dans ses explications semblait trop lisse, trop soigné, comme s'il avait mémorisé des morceaux de différentes sources et les avait assemblés pour créer le personnage qu'il voulait que les autres voient. Je ne l'ai pas interpellé, je n'ai rien remis en question. J'ai simplement écouté, observé, mémorisé. Au moment où le dessert a été servi, la table était pleinement engagée dans l'illusion du succès d'Evan, de son intelligence, de sa stabilité. Mais sous la surface de ces mots, j'ai reconnu un schéma. Des détails qui ne concordaient pas, des descriptions qui contredisaient les précédentes, des affirmations qui semblaient étrangement vides. Je ne savais pas encore exactement ce qui n'allait pas, mais je savais une chose: son histoire n'était pas aussi hermétique qu'il voulait le faire croire à tout le monde, et cette prise de conscience silencieuse a tout changé. Les jours qui ont suivi se sont déroulés avec une lourdeur inhabituelle. Je suis rentré chez moi après le dîner, me sentant vidé d'une manière qui ne s'est pas estompée du jour au lendemain. C'était un épuisement. C'était un résidu mental laissé par le fait d'avoir été poussé dans un rôle familier, celui où l'on attendait de moi que j'absorbe les rires, le jugement, les manières subtiles dont ma famille mesurait la valeur. Pourtant, cette fois, quelque chose persistait sous la surface, quelque chose de plus aigu que l'embarras ou la frustration. C'était de la curiosité, le genre de curiosité qui ne disparaît pas une fois qu'elle s'installe. La première incohérence que j'ai remarquée pendant le dîner s'est rejouée dans mon esprit le lendemain matin, tournant en boucle tranquillement pendant que je préparais mon café. Evan avait décrit des responsabilités qui n'existaient pas dans le département où il prétendait travailler, du moins pas dans la structure que je connaissais de par ma propre expérience dans les cercles du conseil. Au début, je me suis demandé s'il avait simplement exagéré pour impressionner mes parents, mais plus j'y pensais, plus les pièces refusaient de s'emboîter. Pourtant, la suspicion seule n'était pas suffisante pour poursuivre quoi que ce soit. Les gens embellissent tout le temps. Ce n'était pas inhabituel, mais la certitude avec laquelle il parlait, la précision performative, les déclarations générales renforcées par une terminologie vague semblaient trop délibérées. Cela a touché quelque chose en moi, le sentiment qu'on ne m'avait pas montré toute l'image. Un après-midi tranquille est arrivé, et avec lui, l'espace pour penser clairement. Je me suis assise sur mon canapé, ordinateur portable fermé, téléphone silencieux, rejouant chaque détail dont je pouvais me souvenir du dîner. La façon dont ma mère se penchait quand Evan parlait, l'admiration dans le hochement de tête de mon père, la façon dont la posture de ma sœur changeait chaque fois qu'il décrivait ses accomplissements, et tissait dans tout cela. Il y avait le contraste, le rejet complet de moi dès qu'Evan m'a dépeinte comme quelqu'un dérivant sans direction. Cette partie n'aurait pas dû avoir d'importance. J'avais depuis longtemps cessé de chercher leur validation. Mais ce n'était pas leur réaction qui m'était restée. C'était la confiance avec laquelle Evan se sentait en livrant un récit qui changeait instantanément l'ambiance de la pièce. Un récit qu'il soutenait avec des déclarations qui ne correspondaient pas à ce qu'il prétendait être. Alors, j'ai commencé par l'étape la plus simple, la recherche. Je n'ai pas plongé dans quelque chose de profond ou d'intrusif au début. Au lieu de cela, j'ai cherché des informations publiques. Des registres d'emploi de base, la structure de l'entreprise, les noms des dirigeants, les projets publiés. Rien n'était hors de portée. Tout était accessible à quiconque voulait bien regarder. Et ironiquement,
les informations que j'ai trouvées n'ont pas immédiatement confirmé quoi que ce soit de mal. Sur le papier, tout correspondait à l'image qu'Evan présentait. Mais les détails qu'il a utilisés pendant le dîner n'apparaissaient nulle part. Ni dans les descriptions de postes, ni dans les structures d'équipe, ni dans les résumés des initiatives en cours. C'étaient des pièces qui existaient dans différents rôles, différentes divisions, différents bureaux. Même là, j'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être travaillait-il sur des missions transversales. Peut-être avait-il des responsabilités non répertoriées publiquement. Peut-être qu'il embellissait un peu tout en restant dans le domaine de la vérité. Pourtant, plus j'examinais la situation, plus les lacunes se creusaient. Un jour plus tard, j'ai contacté quelqu'un que je connaissais d'un contrat précédent. Je n'ai pas mentionné de nom. Je n'ai pas décrit de situation. J'ai seulement posé une question générale sur le flux de travail dans la branche analytique de cette entreprise. La réponse est revenue rapidement, claire, détaillée et complètement incompatible avec l'histoire qu'Evan avait partagée au dîner. C'est à ce moment-là que ma curiosité s'est aiguisée en autre chose, de la détermination. Je ne savais pas encore ce que je cherchais, mais je savais par où commencer. Les schémas ne se révèlent pas en un seul coup d'œil. Ils se révèlent pièce par pièce, à travers des incohérences qui résonnent plus fort à mesure qu'on les remarque. Les histoires d'Evan avaient trop de bords polis, trop de phrases qui sonnaient apprises plutôt que vécues, trop d'affirmations qui changeaient selon l'angle sous lequel il les présentait. J'ai passé la soirée suivante à tout revoir avec une concentration renouvelée. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas une réaction aux insultes qu'il m'avait lancées. C'était de l'instinct. Le même instinct qui m'avait guidé à travers des travaux d'analyse complexes. L'instinct qui remarquait quand quelque chose ne collait pas, même si l'écart semblait mineur. Au moment où le soleil s'est couché, j'ai senti quelque chose se déclencher doucement en moi. Evan n'était pas seulement quelqu'un qui exagérait. C'était quelqu'un qui jouait un rôle. Et quand les comédiens s'appuient sur des scénarios, la vérité se révèle toujours au moment où ils quittent la scène. Je n'ai confronté personne. Ni ma famille, ni ma sœur, et certainement pas Evan. Je n'ai dit à personne ce que je faisais. Je n'ai rien laissé entendre. J'ai simplement laissé les questions guider mes prochaines étapes, sachant que les réponses viendraient si je suivais les incohérences jusqu'à leur source. Et même si je ne m'en rendais pas compte alors, tout ce qui a suivi a commencé avec cette seule décision de regarder de plus près. L'étape suivante est venue discrètement, presque sans planification. Elle a commencé par un simple message à Alex Nuan, quelqu'un avec qui j'avais collaboré lors d'une mission contractuelle. Alex était le genre de personne qui se souvenait des petits détails, le genre qui pouvait retrouver des informations sans laisser de traces. Ce n'était pas un ami proche, mais il respectait mon travail et faisait confiance à mon jugement. Quand je lui ai demandé s'il avait le temps de se pencher sur quelque chose, il n'a pas demandé pourquoi. Il a seulement demandé ce dont j'avais besoin. Je ne lui ai pas donné toute l'histoire d'Evan. Je n'ai pas mentionné ma famille, le dîner ou les insultes. Je suis resté professionnel, juste un nom, une entreprise et quelques questions vagues sur les registres d'emploi. Alex a accepté de vérifier, a dit que cela pourrait prendre un jour ou deux, et c'était suffisant. J'ai ensuite fermé mon téléphone et me suis forcé à prendre du recul, au moins pour un moment. Mais la distance n'a pas calmé mes pensées. Je me suis surprise à repasser en revue tout ce que j'avais observé récemment. Il y avait un rythme dans le comportement d'Evan. Il se présentait comme quelqu'un d'important, quelqu'un dont la présence exigeait automatiquement le respect. Les gens répondaient à cette confiance, y compris ma famille. Plus je l'étudiais, plus il devenait clair qu'il ne se contentait pas de maintenir une image, il la protégeait. La confiance polie, les histoires soignées, la manière transparente avec laquelle il réorientait les questions, tout indiquait quelqu'un qui avait répété chaque version de lui-même avant de la révéler aux autres. L'idée ne m'a pas mise en colère. Elle m'a rendu concentré. Tard ce soir-là, Alex a envoyé un message disant qu'il avait trouvé quelque chose d'inhabituel dans les documents publics. Rien d'illégal, rien d'alarmant, juste étrange. Le nom d'Evan apparaissait sur des documents liés à une petite entité de conseil enregistrée à partir d'une suite de bureaux virtuels. L'entreprise n'avait pas de site web, pas de liste de personnel, pas d'historique de projet. Elle existait sur le papier et nulle part ailleurs. La découverte ne m'a pas surprise, mais elle a approfondi ma curiosité. Les gens enregistrent de petites SARL tout le temps.
Mais quand quelqu'un se vante de responsabilités de haut niveau dans une grande entreprise tout en attachant discrètement son nom à une société écran sans activité, cela soulève des questions sur ses intentions. Cela laissait entrevoir un travail parallèle, un travail qu'ils ne voulaient pas voir lié à leur profil principal. J'ai demandé à Alex de creuser davantage. Il n'a pas hésité. En attendant ses conclusions, j'ai continué mes propres recherches. J'ai cherché les présentations qu'Evan prétendait avoir données, les conférences auxquelles il disait avoir assisté, les publications qu'il référençait. Rien de tout cela n'apparaissait nulle part, pas même dans les coins reculés d'Internet où les discussions professionnelles de niche sont généralement archivées. Chaque affirmation semblait propre en surface mais vide en dessous, comme une vitrine sans inventaire. Plus je cherchais, plus les incohérences s'accumulaient. Le jour suivant, Alex a envoyé une mise à jour plus longue. Il avait réussi à retracer de petites transactions liées à la société écran, des dépôts irréguliers espacés sur plusieurs mois. Les montants variaient, mais ils semblaient tous provenir de comptes personnels sous différents noms. Il n'y avait aucune indication d'activité commerciale légitime, pas de facture, pas de liste de fournisseurs, pas de contrat d'entreprise. Cela ressemblait à quelque chose d'informel, quelque chose construit sur des promesses plutôt que sur un produit. Et soudain, le souvenir d'Evan décrivant des engagements d'investisseurs privés pendant le dîner a pris un sens que j'aurais préféré qu'il n'ait pas. Il ne collaborait avec personne. Il collectait discrètement de l'argent auprès de personnes qui lui faisaient probablement confiance parce qu'il semblait assez compétent pour être cru. Je n'ai pas sauté aux conclusions. Je n'ai pas supposé d'intention criminelle, mais le schéma était clair. Evan n'était pas la personne qu'il prétendait être, et son identité professionnelle reposait davantage sur la performance que sur un travail réel. Cette prise de conscience n'a pas apporté de satisfaction. Ce n'était pas le sentiment d'avoir eu raison. C'était une clarté froide et stable qui s'est installée au plus profond de ma poitrine. Je n'ai rien dit à ma famille. Ils n'auraient pas écouté. Pas sans preuve indéniable. Ma mère aurait rejeté cela comme de la spéculation. Mon père m'aurait dit de ne pas m'en mêler. Ma sœur aurait défendu Evan parce que protéger l'image comptait plus que d'examiner la vérité. Alors, j'ai tout gardé pour moi. J'ai examiné chaque document qu'Alex a envoyé. J'ai rembobiné chaque souvenir de ce dîner. J'ai assemblé chaque détail qui n'avait pas de sens à l'époque, mais qui formait maintenant un schéma cohérent. Ce n'était pas seulement de l'exagération. Ce n'était pas un embellissement inoffensif. C'était une fabrication superposée soigneusement à la vérité, polie jusqu'à ce que même lui croie à son propre récit. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable ce soir-là, une chose était certaine. Quoi qu'Evan construisait en coulisses, ce n'était pas stable. Ce n'était pas durable, et ce n'était pas inoffensif. Et que ma famille veuille y faire face ou non, la vérité allait faire surface d'une manière ou d'une autre. L'invitation au mariage est arrivée plus tôt que prévu. Une enveloppe crème avec des lettres dorées est apparue dans ma boîte aux lettres, soigneusement adressée comme si la formalité pouvait tout déguiser. Je l'ai ouverte sans hésitation. Le nom de ma sœur était imprimé en haut dans une écriture élégante, associé à celui d'Evan dans une police assortie. La carte indiquait une date, un lieu et une demande aux invités d'assister à une célébration de nouveau départ. Je l'ai fixée plus longtemps que nécessaire, non par sentimentalisme, mais par une conscience tranquille de ce que l'événement allait devenir. Le lendemain, j'ai soumis ma confirmation de présence en ligne. J'ai coché « Présente », fermé mon ordinateur portable et laissé l'email de confirmation non lu. Ce n'était pas une décision émotionnelle. Elle n'était pas motivée par la rancune ou le désir de perturber quoi que ce soit. C'était pratique. S'il devait y avoir un moment où toutes les pièces convergeraient, ce serait là. À l'endroit où les apparences comptaient le plus pour ma famille. Le silence a suivi. Mes parents n'ont pas cherché à savoir si je comptais venir. Ma sœur ne m'a pas envoyé de SMS pour partager son excitation ou des questions logistiques. Ils ont tous continué leur vie comme si le dîner n'avait jamais eu lieu, comme si la distance entre nous était quelque chose de naturel plutôt que le résultat de choix faits à cette table. Le calme ne me dérangeait pas. Il me donnait de l'espace pour réfléchir, observer, planifier. Quelques jours plus tard, un message d'Alex Nuan est apparu sur mon téléphone. Il avait trouvé quelque chose de nouveau dans les dossiers, quelque chose qui faisait passer la situation de suspecte à sérieuse. J'ai ouvert le fichier qu'il a envoyé, parcourant des listes de transactions,
des horodatage et des feuilles de calcul qu'il avait réorganisées pour plus de clarté. Les dépôts sur le compte de la société écran d'Evan n'étaient pas aléatoires. Ils formaient un schéma lorsqu'ils étaient classés chronologiquement. Les montants augmentaient progressivement, puis grimpaient en flèche, puis se stabilisaient. Ils ressemblaient à des tours de financement personnels échelonnés plutôt qu'à des revenus d'un travail légitime. La partie la plus alarmante est venue ensuite. Alex avait retracé 2 des paiements entrant jusqu'à des individus qui avaient déposé des plaintes pour de petites créances dans le passé pour des investissements non restitués. Rien de majeur, rien de publiquement lié à Evan, mais assez pour montrer un lien entre son activité privée et des participants mécontents. Ce n'était pas une preuve définitive d'actes répréhensibles, mais cela suggérait une structure construite sur des promesses plutôt que sur des résultats. Je suis resté immobile après avoir lu le dossier, absorbant chaque détail avec une concentration calme qui m'a surprise moi-même. Il ne s'agissait plus seulement de le démasquer. Il ne s'agissait même plus de protéger ma famille de l'embarras, un souci que j'avais depuis longtemps cessé de porter. Il s'agissait de reconnaître le mal qu'il était capable de causer si personne n'intervenait. Une semaine avant le mariage, le lieu de la réception a envoyé un email de masse pour rappeler aux invités le programme. Ma sœur l'a transféré dans le groupe de discussion familiale, ajoutant un court message sur le code vestimentaire et les instructions de stationnement. J'ai répondu par un simple accusé de réception. Elle a réagi avec un emoji pouce levé, rien de plus. C'était le contact le plus important que nous ayons eu depuis le dîner. Le jour du dîner de répétition, j'ai reçu un autre fichier d'Alex. Celui-ci contenait quelque chose de différent. Des captures d'écran d'un forum en ligne où les utilisateurs discutaient d'opportunités d'investissement privé. Un profil qui correspondait au style d'écriture d'Evan apparaissait à plusieurs reprises, faisant la promotion d'un projet d'écrit avec des mots à la mode mais manquant de documentation transparente. Certains utilisateurs le louaient. D'autres remettaient en question la légitimité de ces affirmations. L'un d'eux mentionnait avoir perdu une somme d'argent importante. Le message datait de près de 2 ans. C'était suffisant. Pas assez pour que les autorités agissent. Pas assez pour l'accuser publiquement sans contexte, mais assez pour que je comprenne l'ampleur de ce qu'il tentait de construire et le danger dans lequel ma sœur s'apprêtait à entrer en liant sa vie à la sienne. Je n'ai pas fait de plan au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas eu de longue répétition, pas de montée en puissance dramatique, pas de monologue répété. J'ai simplement tout rassemblé. Chaque document, chaque incohérence, chaque information qu'Alex a découverte et je l'ai stockée dans un seul dossier. Les faits n'avaient pas besoin d'être embellis. Ils n'avaient besoin que du bon moment. Le mariage offrait ce moment. J'ai placé le dossier sur mon bureau ce soir-là, organisé et prêt. Je ne me sentais ni héroïque, ni anxieuse, ni vengeresse. Je me sentais stable, ancré par la compréhension que la vérité n'exige pas de théâtralité. Elle n'exige qu'un bon timing. Et quand ce timing arriverait, j'avais l'intention d'être préparé. Le matin du mariage est arrivé avec une quiétude étrange. Je me suis rendu au lieu de la cérémonie sans urgence, suivant la longue route vers le vignoble où la cérémonie devait avoir lieu. Le ciel était bas, d'un gris sourd qui ne correspondait pas aux décorations festives bordant le chemin. Les invités se déplaçaient en groupes coordonnés, ajustant leurs costumes, lissant leurs robes, riant légèrement. Je marchais seul, ne portant rien d'autre qu'une petite pochette avec le dossier à l'intérieur. Il n'était pas lourd, mais sa présence manquerait. La cérémonie a commencé sans délai. Ma sœur a descendu l'allée, radieuse, pleine d'espoir, inconsciente. Evan attendait avec une confiance travaillée, portant un sourire qui semblait gravé sur son visage. Les applaudissements se sont élevés lorsqu'elle l'a rejoint. Les vœux ont été échangés. Les alliances ont été glissées. Les appareils photos ont flashé. Tout s'est déroulé en douceur, sans faille, comme une performance conçue pour un montage des meilleurs moments. Puis vint la réception. Les tables se sont remplies, les verres ont teinté, les conversations se sont superposées. Mes parents flottaient à travers la salle, saluant les invités, rayonnant de fierté. Ma sœur et Evan ont fait leur entrée, recevant les félicitations de toutes parts. Ils ressemblaient au couple parfait, à l'histoire de succès parfaite. Et c'est peut-être pour cela que le moment semblait opportun, car les illusions sont plus vulnérables lorsque les gens y croient le plus. J'ai attendu que les discours soient terminés et que les invités commencent à se diriger vers le buffet. J'ai marché vers les jeunes mariés d'un pas assuré, ni pressé, ni hésitant.
Ma sœur m'a vu la première. Elle a eu l'air surprise, presque soulagée, comme si ma présence signifiait quelque chose de bon. Evan ne m'a remarqué que lorsque je me suis arrêté devant eux. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement ouvert le dossier et je l'ai tendu. Il a jeté un coup d'œil au papier, puis à moi, la confusion traversant son visage. Ma sœur s'est penchée pour voir ce que je lui montrais. Son expression a changé lentement. D'abord la curiosité, puis la confusion, puis une raideur qui s'est répandue comme du givre. À l'intérieur du dossier se trouvaient les documents qu'Alex avait vérifiés, les schémas financiers, les dépôts publics, les résumés de litiges, les captures d'écran de forum. Rien d'embelli, rien de spéculatif, juste la vérité disposée dans un ordre clair. Le comportement d'Evan s'est immédiatement fissuré. La confiance a quitté sa posture, remplacée par une lueur de panique qu'il ne pouvait masquer. Sa bouche s'est crispée, ses joues ont rougi. Il a cherché des excuses qui se sont effondrées avant même de pouvoir se former. Ma sœur a reculé légèrement, sa respiration inégale. Les invités autour de nous ont commencé à remarquer la tension, leur conversation s'estompant en murmures prudents. Mes parents se sont approchés, leurs expressions passant de l'irritation à l'alarme en voyant les papiers. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas raconté ses actions. J'ai seulement dit une phrase. Calme, stable, indéniable, tu devrais savoir qui tu as épousé. Le silence qui a suivi a été plus lourd que toute confrontation que j'aurais pu orchestrer. La réaction d'Evan a fait le reste, sa défensive, ses tentatives frénétiques de rejeter les preuves, son incapacité à fournir une explication cohérente. Chaque réponse en révélait plus que les documents eux-mêmes. Ma sœur le regardait se décomposer en temps réel, le masque poli dont elle était tombée amoureuse s'effondrant devant toute une salle. Mes parents ont réagi exactement comme je m'y attendais. Ils m'ont blâmé. Ma mère a insisté sur le fait que j'essayais de gâcher la journée. Mon père a dit que je ramenais tout à moi. Leurs paroles ne m'ont pas surprise. Elles étaient les échos de chaque moment où ils avaient rejeté mon point de vue en faveur de celui qui se tenait plus grand, parlait plus fort ou projetait de la certitude. Je ne suis pas resté pour me défendre. Je n'ai pas attendu de validation ou d'excuses. Je me suis éloigné du groupe qui se formait autour du couple, j'ai dépassé les rangées de tables et je me suis dirigé vers la sortie. Personne ne m'a suivi. Ni mes parents, ni ma sœur, pas même Evan, qui était trop occupé à essayer de sauver l'image qu'il avait construite. Dehors, l'air semblait plus léger. J'ai atteint ma voiture, j'ai placé le dossier maintenant vide sur le siège passager, et je me suis assise un moment, laissant les sons de la réception s'estomper derrière moi. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne ressentais aucun regret. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. Nette, pure, attendue depuis longtemps. Couper les ponts n'était pas dramatique. Ce n'était pas douloureux. C'était nécessaire. En m'éloignant en voiture, j'ai compris quelque chose à laquelle j'avais résisté pendant des années. Parfois, la famille dans laquelle vous naissez n'est pas celle qui vous protège. Parfois, le rôle qu'il vous assigne est trop petit pour la personne que vous êtes réellement. Et parfois, s'en aller n'est pas un abandon, c'est le respect de soi. Si vous avez écouté mon histoire jusqu'au bout, merci de lui avoir accordé votre temps. Et avant de partir, dites-moi dans les commentaires, selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile, prendre la parole ou finalement tourner la page ?